Voilà, ah bah ça, déjà commencé. Bah, bonjour à toutes et à tous, je suis Basile, co-responsable de la commission culture d'Europe Écologie Les Verts. Bienvenue dans ce webinaire sur l'égalité femmes-hommes dans la culture. C'est le troisième rendez-vous que nous organisons sur ce thème, conjointement avec la commission féminisme. Le sujet d'aujourd'hui porte sur le regard des femmes et les représentations. Le webinaire va durer 1 heure et demie à peu près. Pour la première moitié, la parole sera donnée à nos deux intervenantes, Alice Coffin et Iris Break, que je salue, que je remercie au passage. Et aura lieu ensuite un échange, un débat en deuxième partie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Et je laisse maintenant la parole à Rosalie Salin qui va animer ce webinaire. Et je te laisse aussi te présenter. Merci beaucoup Basile. Donc merci beaucoup à la commission culture de nous avoir proposé la co-organisation de ces webinaires. Donc moi je suis Rosalie Salin-Gourlaouen, je suis la co-responsable de la commission féminisme de ELV. Juste, je ne sais pas à quel point les personnes qui nous regardent sont familières ou non de ce que sont les commissions thématiques d'Europe Écologie Les Verts. Ce sont en fait donc des commissions thématiques et on peut y adhérer sans pour autant adhérer à Europe Écologie Les Verts si un sujet nous intéresse. Voilà, il y a, je crois, une trentaine ou une quarantaine de commissions. C'est beaucoup moins cher que d'adhérer au parti. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous vous sentez proche de nos idées, mais que vous n'avez pas forcément envie de franchir le pas d'adhérer à Europe Écologie Les Verts, vous avez toujours la possibilité d'adhérer aux commissions et nous, on apprécie toujours d'avoir des personnes qui nous rejoignent. Et donc moi, donc, je suis Rosalie Salin-Gourlaouen, donc je ne suis pas que co-responsable de la commission féminisme, moi je suis médiatrice culturelle du spectacle vivant de formation. J'ai un master recherche en politique culturelle en Europe et j'ai fait mes deux mémoires de recherche de master, le premier sur l'agenda 21 de la culture et le deuxième sur les droits culturels, qui est un sujet qui est beaucoup porté par les écologistes notamment. Je pense à Marie Blandin quand elle était sénatrice, mais on y reviendra. Mais toujours est-il que, voilà, moi, en tout cas, c'est ça ma matrice politique qui m'a amenée à l'écologie politique. Donc Baptiste a présenté, Basile a présenté les règles du jeu. Donc, je vais juste présenter nos intervenantes, dont on a pu constater depuis l'annonce de ce webinaire que la fanbase sur les réseaux sociaux était réelle. Alice, alors Alice, je ne vais pas faire semblant de te vous voyer parce qu'on se connaît bien. Donc Alice, tu es journaliste, tu as cofondé la légendaire, extraordinaire Association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, la JL, qui œuvre pour un meilleur traitement des questions LGBT dans les médias. Tu as été lauréate d'une bourse Fulbright qui t'a permis d'étudier aux États-Unis la notion de neutralité dans les médias. Et tu es élue depuis le mois de juin 2020 au Conseil de Paris et tu sièges au sein de la commission de culture. Et ton livre s'appelle « Le génie lesbien ». Iris Bray, enfin. Iris, donc, vous êtes critique de cinéma, chroniqueuse pour Les Inrocks, France Culture, Le Cercle Série. Vous avez eu un doctorat en théorie du cinéma à l'Université de New York pour une thèse sur la représentation des mères déchaînées dans le cinéma français. Vous êtes membre du collectif 50-50 et vous enseignez à l'Université de Californie à Paris. Et vous avez écrit 2 livres, le premier qui s'appelle Sex and the Series et le deuxième, qui est celui dont on va plutôt parler aujourd'hui, Le regard féminin, une révolution à l'écran. Alors, c'est la première fois, a priori, qu'on peut organiser une réunion où vous pouvez vous parler toutes les deux, sachant que vous avez toutes les deux donc écrit sur les enjeux de représentation artistique en dehors des productions faites par, voire pour les hommes. Donc Alice, on se souvient de l'indignation qu'a suscité la citation de la page 39 de ton livre où tu dis que tu essayes de ne plus lire des œuvres écrites par les hommes. En tout cas, tu essayes et après ils pourront revenir. Mais ça a suffi en tout cas à déchaîner les passions sur mais enfin, quelle honte de ne plus lire des hommes. Voyons, quelle drôle d'idée. Mais j'ai découvert, moi, en préparant ce webinaire, que Iris, vous avez une ligne à peu près similaire, puisque vous avez déclaré dans le podcast « Les couilles sur la table » que dans vos cours à l'Université de Californie à Paris, vous ne passez plus d'œuvres cinématographiques qui ont été réalisées par des hommes qui ont été accusés de violences sexuelles, mais sans pour autant vous empêcher de les citer. Juste, vous ne passez plus leurs œuvres, quoi. Vous les mettez dans les biblios, on en parle, il n'y a pas de souci, mais juste, on ne les passe plus en cours, quoi. Donc, l'idée de ce webinaire est de comprendre ensemble comment la façon dont notre regard est façonné n'est pas neutre, et surtout pourquoi en fait ça compte
et quelles sont les représentations qui nous manquent. Moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu de la comparaison entre vos deux réflexions. Et juste une petite mention, donc on va parler beaucoup de cinéma, parce que donc, Iris, c'est vraiment votre sujet de compétence. Mais il serait très intéressant, par ailleurs, on n'aura pas forcément le temps aujourd'hui, mais d'élargir la réflexion au théâtre, à la littérature, à la peinture, etc. Et moi, je voudrais d'abord vous poser une première question, parce que après tout, on est là pour parler culture. Et je voulais vous demander qu'est-ce que c'est que votre film préféré, ou un de vos films préférés, ou une de vos séries préférées. Vous n'êtes pas obligé d'en citer une. Et moi, en fait, avec j'ai beaucoup de réflexions là-dessus. Depuis hier soir, je me disais, j'avais envie de commencer, de m'octroyer ce plaisir-là. Et moi, j'avais envie de citer Virginie Despentes, les œuvres de Virginie Despentes. Je suis en train de lire sa BD sur Vernon Subutex, et je crois qu'en matière de female gaze, en fait, c'est assez... j'avais pas réalisé qu'en fait, un truc qui me faisait vraiment aimer Despentes, c'était le female gaze. Je voulais aussi parler, et ça, Iris, vous en parlerez, de la question des corps. Moi, il y a un film que j'adore qui s'appelle Le Grand Bal. Et donc, moi qui habite dans le centre-Bretagne, les festounos nous manquent atrocement ici. Et donc, Le Grand Bal, c'est un film qui raconte ce que c'est que les bals folk. Et c'est vraiment impressionnant comment on pourrait en fait filmer ça de façon plus ou moins féminine ou masculine ou universelle. Et je trouve que c'est un film qui a un vrai female gaze. Et il y a un livre que j'adorerais voir un jour adapté à l'écran. J'espère que Raphaël Rémy-Leleu, qui n'était pas disponible pour nous rejoindre, mais avait dit qu'elle nous écouterait comme elle peut depuis la rue. Donc je pense fort à toi, Raphaël. Le livre Le pouvoir de Naomi Alderman. Je pense que là, en termes de female gaze, c'est un female gaze assez autoritaire. Et c'est clairement, pour moi, de toute évidence, un livre qui devrait vraiment être adapté à l'écran. Voilà. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais du coup, je vous laisse l'une et l'autre nous raconter c'est quoi vos œuvres culturelles préférées et pourquoi. C'est un peu énorme hein, comme question. Je dirais que les deux œuvres pour moi qui reviennent quand même de manière assez incessante, c'est Jeanne Dillman de Chantal Akerman, parce que je trouve que plus on regarde ce film, plus il nous parle et que c'est un film qui parle en tout cas à tous les âges de ma vie et il me raconte autre chose. Et je pense que c'est vraiment pour moi une des plus grandes cinéastes tout court. Et La leçon de piano de Jane Campion qui m'émeut à chaque fois. Et c'est rare pour moi d'être émue, de savoir que ça va arriver, mais d'avoir quand même cette émotion comme si c'était la première fois que je découvrais l'œuvre. Voilà, je pense que c'est aussi une de mes œuvres à laquelle je retourne souvent. Et alors, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super contente de pouvoir discuter effectivement avec Iris Bray, dont on n'a pas eu l'occasion, effectivement, donc dont j'admire beaucoup le travail et qui me semble aussi, parce qu'elle a été citée, un podcast, là, un travail, c'est intéressant, je trouve que comme en matière féministe, on travaille autant sur des livres, tu as cité des ouvrages importants, très importants, d'Iris, Rosalie, mais c'est aussi des interventions qui se font par entretien journalistique, par prise de position, c'est pour ça que c'est une réponse détournée à la question des œuvres qui sont pour moi aussi importantes en fait que ce qui va être estampillé œuvre, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi qu'est-ce qui a le droit au titre d'œuvre culturelle et pourquoi c'est un film fini dans tel cadre qui est considéré comme une œuvre et pas nécessairement, par exemple, des vidéos activistes qui sont pourtant pour moi, qui ont pourtant aussi à voir pour moi avec un point de vue artistique et avec la façon dont, je sais pas moi, quand La Barbe, le collectif féministe La Barbe, fait un film après une action et le pense et va repenser aussi les codes, même s'il fait que 2 minutes 30, mais d'aller emprunter pour présenter, puisque ce sont les actions de La Barbe, un groupe d'hommes qui se réunissent entre eux, mais va avant emprunter au carton du cinéma muet. J'en avais un derrière moi d'ailleurs, je suis dans ma pièce. Et ça, c'est important aussi. Donc moi, déjà, ma première réponse, ça serait de dire, attention à ce qu'on considère comme œuvre culturelle. C'est pareil aussi pour les livres. Moi, je trouve qu'il y a des manifestes, des tribunes parfois qui sont tout aussi importantes en fait et qui font œuvre culturelle pour moi au sens aussi politique, artistique. Et je dis ça parce que moi j'ai écrit le livre le génie lesbien, mais en réalité
enfin, c'est pas que ça me fâche, je suis très contente d'avoir écrit ce livre et je trouvais ça important et tout ça, mais finalement, c'est aussi parce qu'à un moment, s'exprimer uniquement sur les réseaux sociaux ou à coup de tribune et tout ça, ça n'est pas considéré autant par les personnes qui donnent un accès davantage plein à la parole, donc les journalistes, à la parole médiatique, et qu'il faut encore cette légitimité-là de l'objet culturel, du livre, du film. Ceci étant répondu, si je dois dire quand même une œuvre, je vais faire une réponse. Il viendra peut-être, la question de la neutralité pour moi est complètement bidon. En revanche, la question lesbienne et sentimentale, amoureuse est très importante. Donc, je vais faire une réponse amoureuse et lesbienne. Évidemment, je vous recommande le livre, le film de Sylvia Casalino. Mais je précise que c'est ma compagne. Mais parce que non, mais plus sérieusement, parce que moi, c'est vraiment un film qui m'a, mais bien avant, enfin, d'ailleurs, ensemble ni rien, mais qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle No Gravity, et qui est, à la façon de le lire, peut être une histoire simple d'un entretien des femmes astronautes, puisque Sylvia est ingénieure au Centre national d'études spatiales, et va rencontrer comme ça autant des astronautes italiennes que May Carol Jameson, qui est la première astronaute noire, qui vont parler d'enjeux fondamentaux sur qu'est-ce que ça veut dire en fait un regard féministe sur ce qu'on a nommé la conquête de l'espace, quelle place il a été laissé là-dedans, et qui vaut aussi, parce que moi ça a beaucoup influencé évidemment mon travail, il y a des entretiens là-dedans avec avec Donna Haraway, qui est une théoricienne féministe, une biologiste, qui remet en cause la notion de standard, en fait, sur quel standard, et ça revient à ce que je viens de dire sur les œuvres, comment on juge quel corps doit aller dans l'espace. Comment on a sélectionné des astronautes? Et évidemment, les tests, on les a fait sur la question, par exemple, on a pris les standards de taille, de poids d'un homme blanc. Donc évidemment, après, quand ils sont sélectionnés, c'est plus facile pour eux de passer les tests de sélection. Et je pense que c'est très, très important en manière culturelle aussi, que comme la réponse, elle est toujours de dire « Ah, mais c'est le talent, ah, mais c'est le génie ». Donc c'est pour ça que je ça le génie lesbien. Alors que derrière, mais bien sûr que non. Bien sûr qu'il y a eu des standards d'évaluation de ce qui pouvait passer le label œuvre culturelle ou pas, qui n'ont rien à voir avec un talent ou un génie qui serait complètement neutre. Voilà. Donc, No Gravity de Sylvia Casalino pour boucler cette réponse un peu longue, pardon. Très bien, merci beaucoup. J'espère que Yuri, Sylvia nous regarde aussi. Oui, oui. Aussi. Je le souhaite. Quand même, après ce... Bon. Alors du coup, Alice, donc toi, tu as dit il faut absolument démonter ce concept de neutralité. Alors certes, oui. Et puis moi, j'ai utilisé des gros mots comme female gaze. Et donc, l'experte française que nous avons sur la question du female gaze, c'est Iris Bray. Et moi, du coup, Iris, j'ai constaté quand on a annoncé ce webinaire sur les réseaux sociaux, en commentaire tout de suite sous l'annonce, en réponse, il y avait un monsieur qui a demandé, on suppose un monsieur, qui a dit mais à quand le human gaze? Et donc, pouvez-vous nous expliquer, Iris, ce que c'est que le male gaze et le female gaze? Et moi, j'irais même plus loin, parce que votre livre s'appelle « Le regard féminin, une révolution à l'écran ». En quoi ce serait une révolution? Alors déjà, pour ce monsieur qui me demande à quand un human gaze, je ne sais pas, à quand est-ce qu'on dira les droits de l'humain et plus les droits de l'homme, par exemple, en France. Et je pense justement que pour moi, c'était important d'avoir le mot féminin qui est donc une traduction pour moi de female gaze et qui ne se traduit pas exactement comme j'aimerais. Mais bon, j'avais envie quand même de réinsérer le mot femme et les expériences du féminin et d'analyser comment ces expériences étaient représentées sur nos écrans. Donc, en 1975, Laura Mulvey écrit un article dans Screen où elle explique ce qu'elle nomme le male gaze, le regard masculin, où elle analyse dans les films hollywoodiens que ce qui se passe quand on est spectateur, spectatrice, c'est qu'on s'identifie au regard de la caméra et que le regard de la caméra est le relais du regard du spectateur et que du regard du héros, et que le héros prend du plaisir en regardant des femmes comme des objets. Et qu'il y a donc une grammaire cinématographique pour que les spectateurs et spectatrices reconnaissent tout de suite qu'on est censé prendre du plaisir. Et ça va être par exemple un gros plan sur les seins, un gros plan sur les fesses, un pan vertical qui va de haut en bas. Donc tout ça, c'est des codes, et justement, comme le dit très bien Alice Coffin, ce regard-là n'est pas neutre, c'est pas parce qu'il est majoritaire qu'il est neutre. Et il y a donc derrière l'idée de plaisir et de désir, cette idée de domination des corps féminins. Et quand j'ai commencé à travailler la notion de regard féminin, c'était évidemment parce que j'avais envie de me placer dans la lignée de ce que Laura Mulvey avait fait.
Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait certaines œuvres qui me procuraient d'autres émotions. Et j'ai fait un peu un pas de côté en fait dans ma méthodologie, qui était de ne pas appliquer un concept à des œuvres, mais de voir quelles œuvres me demandaient une attention physique et de voir comment est-ce que mon corps réagissait et quand est-ce que je me sentais en fait traversée par une œuvre et quand est-ce que la peau de l'écran transpirait pour moi quelque chose des expériences du féminin. Et c'est comme ça que je me suis dit que les œuvres qui me faisaient ressentir ce qu'une héroïne traversait, j'allais nommer ça regard féminin et que ça n'allait pas vraiment être, comme Laura Mulvey l'explique, de l'identification, mais pour moi que c'était plus du partage d'expérience. Et donc, quelles étaient les œuvres qui me donnaient l'impression de partager la trajectoire d'une héroïne et de ressentir tout ce qu'elle vivait. Et pour en revenir en fait au début de cette conversation sur justement quelles sont les œuvres qui sont érigées au rang de chef-d'œuvre, comment est-ce qu'on peut parler d'œuvres culturelles, je me suis rendu compte qu'en faisant de la recherche, la plupart des films que je trouvais qui avaient vraiment le féminin au centre de la production de l'œuvre avaient été méprisés dans l'histoire du cinéma, avaient disparu, avaient été relégués au second plan, n'avaient jamais participé à des grands festivals et que du coup, il y avait vraiment, ça demandait une vraie recherche que je suis encore en train de faire aujourd'hui autour de quels sont les films qui arrivent jusqu'à nous. Et ça pose la question de qui filme, de quel point de vue est-ce qu'on filme et quelles sont les œuvres qui sont réceptionnées et par qui est-ce qu'elles sont réceptionnées et comment tout ça est en fait une chaîne qui fait que beaucoup des films qui se plaçaient du point de vue du féminin et des expériences du féminin comme corps biologique ou comme corps social disparaissaient ou en tout cas n'étaient pas vus avec la valeur que moi j'avais envie en fait en créant ce terme de regard féminin, de leur redonner une valeur et de leur redonner une place dans l'histoire du cinéma. Super, merci. Est-ce que moi j'ai une question un peu plus précise peut-être. Est-ce que du coup, si on comprend bien, on peut écouter par ailleurs, on peut le lire votre livre, on peut écouter aussi les podcasts auxquels vous avez participé, mais on est d'accord que le male gaze, ce n'est pas forcément une production faite par un homme et un female gaze, une production faite par une femme. Oui, donc voilà, le male gaze peut être produit autant par des hommes réalisateurs que par des femmes réalisatrices. Comme le female gaze, il y a certains hommes, pour moi, qui font des très grandes œuvres de female gaze. Récemment, par exemple, Emma de Pablo Larraín, que j'ai découvert au mois de septembre. Pour moi, c'est une grande œuvre female gaze et j'ai vraiment traversé ce que cette héroïne traversait pendant ce film. Donc, ce n'est pas juste une question du genre de la personne qui réalise, mais bien une question de comment les corps sont représentés et aussi une question, il faut le dire, de domination, parce que pourquoi est-ce que le female gaze serait révolutionnaire? C'est que pour moi, on pourrait prendre du plaisir et que le désir aussi pourrait éclore en dehors des schémas de domination. Donc, de ne pas regarder le corps de l'autre comme un objet à prendre, mais comme un sujet agissant et qu'il peut naître en fait entre deux sujets du désir et du plaisir et que la caméra peut filmer ça aussi à égalité de regard. Donc, c'est repenser en fait toute la chaîne de domination devant l'écran, mais aussi derrière l'écran et de réfléchir à qui a le pouvoir et comment il est distribué et comment ça a une influence sur nos images. Alice, je pense que du coup, ça doit te parler. Tu as raconté pas mal, notamment dans Le Génie lesbien, comment, quand tu travaillais à la rédaction de 20 minutes, c'était compliqué pour toi d'expliquer qu'il fallait amener d'autres regards, notamment sur des sujets un peu sensibles. Donc, c'était notamment en pleine époque mariage pour tous. On pense fort à eux dans la rue aujourd'hui, aux personnes qui se battent pour la PMA pour toutes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu sièges à la commission culture du Conseil de Paris. On ne va pas revenir sur l'épisode de comment avoir dénoncé Christophe Girard et tout ce qui allait avec était à l'origine d'une crise politique. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est revenu pour le mieux, on l'espère. Mais moi, du coup, la question que je me posais, c'est toi, en tant que journaliste, donc, tu t'es intéressée aux questions culturelles et quel lien tu fais entre ces deux domaines en quoi c'est lié aux questions de représentation? Oui, et d'ailleurs, je me dis, mais pour Iris, plus tard, après, ça m'intéresserait de savoir justement dans quelle mesure ces travaux, ils ont été faciles ou pas à mener, à publier. Est-ce qu'il y a eu de la résistance là-dessus? Parce que tu citais, Rosalie, la première réaction, dans « le human gaze » et le machin, et comment ça s'est passé
tant au sein du monde de l'édition, de l'université, ou voilà, pour apporter ça, ça m'intéresserait de savoir quelles avaient été les possibilités ou les obstacles. Alors oui, moi effectivement, j'ai travaillé sur ces sujets-là en tant que journaliste, et puis plus spécifiquement, moi je suis journaliste média, c'est-à-dire que c'est pas toujours une spécialité connue, mais comme les journalistes politiques s'intéressent au champ politique, économistes au champ de l'économie, je m'intéresse au champ des médias, et plus précisément au fur et à mesure des années, à la façon dont les journalistes racontent, toujours un récit, l'information, de toute façon, ce n'est pas quelque chose de donné tel quel, racontent les luttes des minorités, racontent des minorités politiques, s'intéressent à celles et ceux qui sont souvent ignorés par les informations généralistes. Donc, c'est un peu mon cœur de métier, effectivement. Et le lien, enfin maintenant ce que je fais à la commission culture, pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien, le Conseil de Paris, c'est divisé, en fait on travaille en commission, il y en a 8 maintenant, et dont une qui s'intéresse plus particulièrement à la culture, et qui était d'ailleurs pendant de longues années, c'était l'adjoint à la culture Christophe Girard. Donc moi, ma première commission culture a été un peu animée parce qu'il était là, et bon voilà, j'ai commencé en disant ça serait bien en fait que non. Donc voilà. Donc ça a commencé sous des auspices un peu difficiles, mais voilà. Le lien donc sur la question des représentations, c'est pour ça que je posais la question des obstacles, parce que j'en vois un assez similaire dans la façon dont on nous répond, dont on m'a répondu à d'autres journalistiquement, et dont on me répond au niveau culturel, quand on demande en fait à agir sur les représentations et sur les centres d'intérêt des récits de l'information, sur qui accède à cette représentation-là, audiovisuelle, en presse écrite, en photographie dans un journal, qui on met en avant, de quel récit on parle. La réaction immédiate, ça va être ah mais ça va pas ou quoi Et la liberté de la presse, vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Et tu citais, Rosalie, la création de l'association des journalistes LGBTI, effectivement, qui s'est faite au moment des débats sur le mariage pour tous, de la PMA et tout ça, et qui vraiment il y a eu des réponses en fait de pas mal de directeurs de la rédaction de dire mais attendez, vous n'allez pas commencer à nous tenir la plume, on fait absolument ce qu'on veut, ce que vous faites est grave au niveau journalistique. De ce point de vue-là, les réactions sont extrêmement semblables en matière culturelle, où là ça ne va plus être la liberté de la presse et l'importance que le journaliste, on ne dise pas quoi faire, soit pas manœuvré par ils nous ont traité de lobby. Mais ça va être mais la liberté artistique, mais la liberté d'expression, mais le génie, vous vous rendez compte, vous mettez l'art sous cloche, ça n'a rien à voir, c'est idéologique. Et ça se double de ça, je dirais, au sein, parce que moi je mène ce travail-là en commission culture, pour essayer justement en gros, que les associations, que les structures musicales, mais qui peuvent être des associations de théâtre et tout ça, qu'on subventionne, soit une programmation où en gros, ils ne programment pas que des hommes, pas que des blancs. Il n'y a pas de raison que l'argent public ne serve qu'à aider qu'une seule partie de la population, pour le dire très, très brièvement. Et donc, ça se renforce en ça quand on parle de politique, parce qu'en plus, il y a ce soupçon-là quand même que la politique, que les élus agissent sur la culture, et ce qui serait très grave, et que ça serait... Enfin voilà, en gros, pour faire simple, je suis traitée de stalinienne, quoi. Et c'est de dire, on revient à une conception qui a fait des ravages, c'est le communisme, enfin bon, ça va assez loin, c'est de la dictature. En gros, c'est très, 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 très vite quand même, le mot dictature sort quand on prétend essayer de réfléchir sur la façon dont nous, en tant que pouvoir public, on peut aider et on peut répartir, parce qu'il y a de l'argent public quand même de tous les citoyens, les citoyennes, on y contribue tous d'une manière ou d'une autre, et comment ça ne va pas seulement à quelques-uns, et quels sont les impacts. Donc ça, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est évidemment, et c'est la même chose en termes journalistiques, c'est-à-dire que le reproche, en fait, il est très, très insidieux, et il est à la fois très puissant, parce qu'il y a un blocage qui est fait, il y a un mur, en fait, qui se pose là, à ce titre-là. Évidemment, il n'y a jamais d'interrogation sur le fait que, mais pardon, mais la neutralité n'est absolument pas là depuis des décennies et depuis des siècles dans les récits que vous choisissez de mettre à la une des journaux, dans les pièces
de théâtre, les films que vous choisissez, à qui vous choisissez de donner de l'argent, dans la façon dont vous les abordez, ça n'est pas là. C'est uniquement, moi, je vois qu'on me parle, oui, mais tu comprends, c'est un peu compliqué, la discrimination, de faire, c'est ça, si tu veux faire de la discrimination positive, même dans l'information et tout ça. Je dis, mais attendez, la discrimination, quelle discrimination positive? Elle a toujours été là. Vous la faites pour les hommes. C'est-à-dire que ça fait quand même des siècles que vous vous entraidez entre eux et qu'il y a un paquet quand même de personnes qui n'ont pas, dont les sujets sont mis en valeur par les journaux, ou ils peuvent même les traiter, ou sont mis en valeur par des institutions culturelles, ou voilà, ils peuvent eux-mêmes filmer, etc. Mais si ce n'étaient pas des hommes, jamais ils auraient accédé à ce niveau-là. Donc cette discrimination-là positive-là, elle se fait vraiment à la faveur des hommes depuis très 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 longtemps. Donc tout ce qu'on demande, c'est effectivement une remise en question, et c'est très compliqué. Voilà, c'est compliqué à déconstruire, parce que c'est là toute la puissance de cette organisation, c'est qu'elle s'assoit sur des motivations qui seraient celles d'être, bah non, mais ça c'est faire du bon journalisme, vous menacez le journalisme, ou ça c'est faire de la bonne politique culturelle, vous menacez les politiques culturelles. Donc il y a tout un travail préalable en fait de déconstruction qui peut uniquement, enfin voilà, moi j'agis dans les rédactions et d'autres, et par exemple dans cette commission culture, mais ça se fait uniquement avec un accompagnement de tout ce qui se passe, des ouvrages d'Iris Bray, des ouvrages d'autres personnes qui vont déconstruire toute cette façon aussi de penser l'art ou le journalisme comme un donné qui ne serait pas du tout motivé par des conditions de production, des représentations préalables. Ouais, voilà. J'allais dire, vous êtes critique de cinéma, ouais. Et voilà, il y a des parallèles à faire. Bien sûr, il y en a plein à faire. En fait, moi, en ce moment, je travaille pas mal avec les centres de cinéma en Europe, justement autour, pas en France, mais en tout cas, j'ai été sollicitée par d'autres pays européens, justement pour réfléchir à ce qui se passe dans les commissions qui donnent donc des fonds publics à certains films. Et c'est vrai qu'à la fin de mes interventions, où vraiment j'essaye de travailler plutôt la notion de stéréotype de genre, pour qu'en fait, quand on lise un scénario ou qu'on voit un film, on puisse repérer ce qui serait un stéréotype ou non, parce qu'il y a vraiment tout un travail d'éducation à l'image à faire, et qui est difficile. Et même pour les personnes qui sont politisées, qui ont des outils, parfois ça reste très difficile. Donc ça prend du temps, mais une des réflexions que j'ai le plus souvent à la fin de ces ateliers, c'est mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer pour la liberté de création, et puis qu'est-ce qui va se passer quand on va donner de l'argent à ces femmes, et moi, ce que je leur réponds, c'est mais en fait, vous avez donné de l'argent à ces hommes pendant 100 ans, sans jamais vous poser la question de qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, ce qui est important, et c'est là où le travail aussi du collectif 50-50 a été très important en France, c'est d'avoir des chiffres. Et en fait, on se rend compte que dans toutes les écoles de cinéma en Europe, nous sommes à parité entre les hommes et les femmes qui veulent réaliser. Donc, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe en fait entre la sortie de l'école, le premier court-métrage et le premier long-métrage, et pourquoi ces chiffres-là, lorsqu'on est une femme, dégringolent. Et donc ça, tous les centres européens ont leurs statistiques qui sont donc maintenant publiques, et c'est vraiment passionnant de s'y plonger et de commencer à comprendre en fait quels sont les mécanismes qui font que les femmes abandonnent, et même celles qui parviennent au premier long-métrage, de voir celles qui parviennent au troisième long-métrage, et surtout de regarder les budgets. Parce que, évidemment, que l'argent alloué aux femmes est différent, c'est-à-dire que les femmes ont toujours moins de budget que les hommes, et du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'elles peuvent filmer. Parce que le film qui se passe justement dans l'espace, c'est rarement un premier long-métrage, c'est souvent un troisième long-métrage. Donc, forcément, quand on me dit, bah oui, mais les femmes, elles aiment bien filmer leur chambre, il faut se poser la question avec combien d'argent est-ce qu'elles ont eu, et qu'est-ce qu'elles ont dû modifier dans leur scénario pour faire rentrer le film dans le budget. Donc, c'est des questions compliquées, mais surtout, ce qui me passionne, c'est de voir en fait que les statistiques qu'on a aux États-Unis, c'est toujours la même chose. Plus il y a de femmes en fait au scénario, plus il y a de femmes à la réalisation, plus les histoires proposées ont plus de personnages féminins, et plus de personnages féminins qui parlent. Parce que ça, c'est aussi le problème, c'est que souvent on a des personnages féminins qui ne disent que parfois 7 mots pendant 3 heures. Je pense à The Irishman. Mais donc, il faut se poser plein de questions en fait sur comment ces inégalités se travaillent sous toute une chaîne de commandes, et que ça a un impact réel en fait sur les images qui arrivent jusqu'à nous. Et il y a plusieurs initiatives en Europe qui sont en train d'être faites par ces centres, des choses extrêmement
basiques comme poser la question à la personne qui dépose un dossier pour une aide, est-ce que votre film passe le test de Bechdel? Donc, je rappelle le test de Bechdel qui vient d'Alison Bechdel, qui a fait une BD, et donc une des planches où on voyait donc 2 femmes qui se baladaient, qui voulaient aller au cinéma, et l'une d'entre elles explique à l'autre, moi je vais voir des films où il y a 2 femmes qui se parlent d'autre chose que d'un homme. Donc c'est ça la question, c'est tout bête, c'est est-ce qu'il y a 2 personnages féminins? Maintenant on demande 2 personnages féminins qui aient des prénoms, qui se parlent entre elles d'autre chose que d'un garçon. Et en fait, rien qu'en posant cette question-là, ça permet une conscientisation pour la personne qui dépose le projet de se poser la question. Et je pense que c'est ça, une des premières choses à faire, c'est vraiment de la conscientisation. Et ce n'est pas de demander en fait au réalisateur, aux réalisatrices ou au scénariste de changer son œuvre, mais c'est juste de réfléchir. Et que si ça ne passe pas le test, mais qu'il en a conscience, il n'y a aucun problème. Mais souvent, juste de poser cette question-là, on voit sur des visages qui vraiment se déforment quasiment, parce que ça demande en fait de faire un pas de côté quand on ne s'est jamais posé ces questions-là, de revoir son œuvre différemment. Par exemple, quand moi je regarde la série Lupin avec Omar Sy, qui est donc un carton mondial qui est vu partout et qui marche très bien aux États-Unis, et que je me rends compte que la série ne passe pas ce test-là, je ne parle pas de la qualité de la série, mais ça me dit quelque chose en fait sur le travail qu'il reste à faire pour que les personnages féminins sortent de juste l'accompagnement du héros dans les fictions populaires et moins populaires, et même dans les films indépendants et les séries indépendantes. Donc voilà, c'est tout un travail en fait, je pense, de conscientisation, et ça ne veut pas dire forcément qu'on demande que l'œuvre change, mais souvent, ce premier pas fait qu'on se pose des questions et que peut-être que l'œuvre va changer. Mais encore une fois, parce que moi aussi, l'argument qu'on me ressort tout le temps, c'est la censure. Donc, je censure les œuvres d'hommes parce que je questionne voilà, Truffaut, Godard, notre patrimoine. Moi, ce que je réponds, c'est que ça m'est totalement égal que ces œuvres existent et qu'elles fassent partie de notre patrimoine. D'ailleurs, je les enseigne. Moi, ce qui m'interroge, c'est toutes celles qu'on n'enseigne pas. Et donc, c'est pour ça que dans mes cours, et d'ailleurs, c'est ce que j'annonce, en fait, c'est que je fais une pédagogie féministe qui est donc de réfléchir aux représentations, mais aussi à celles et ceux qui produisent nos représentations. Et donc, effectivement, je n'ai plus envie d'enseigner des œuvres d'hommes qui sont accusés de viol. Mais je peux très bien l'annoncer et me poser moi-même la question de pourquoi j'ai le réflexe de toujours enseigner les mêmes œuvres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai mon doctorat, je sors, qu'est-ce que je fais quand je suis jeune professeur? J'enseigne les œuvres qui m'ont été enseignées, parce que c'est plus facile. Et tout d'un coup, je me rends compte que sur, par exemple, 10 œuvres que j'enseigne en un semestre, il n'y a que des hommes. Et donc là, moi, je commence à me poser la question de quel a été mon enseignement, comment est-ce que je fais, moi, pour modifier ça? Et je décide, et c'est vrai, je le décide, d'avoir un syllabus où il va y avoir 50% d'œuvres de femmes, 50% d'œuvres d'hommes. Et ça ne veut pas dire que je suis en train d'effacer tous les hommes de l'histoire du cinéma, mais c'est que je veux réinsérer en fait des œuvres qui, pour moi, ont tout aussi leur place dans les cours d'histoire du cinéma et qui ont disparu juste parce qu'elles étaient faites par des femmes. Et ça, il faut juste l'entendre. Alice Guy n'est pas moins douée que Méliès. Chantal Akerman n'est pas moins douée que Godard, mais qu'il y a un effacement qui se crée sur plusieurs décennies. Donc moi, comme j'ai l'impression de faire partie d'une chaîne de transmission quand je suis prof à la fac, je m'interroge sur ma propre chaîne de transmission. Et c'est ça, c'est prendre conscience en fait de comment on est formé intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend très peu en charge en fait à l'université, mais qui est important pour moi, c'est de réfléchir même en termes de cinéphilie. Pourquoi est-ce que certaines œuvres sont des grandes œuvres? Qu'est-ce qu'on nous a appris à reconnaître comme étant beau, grand, bien? Et comment est-ce qu'on déconstruit ça? Et c'est vrai que moi, je suis étonnée par mes étudiantes et mes étudiants qui n'ont déjà pas les mêmes réflexes que moi. Donc, et voilà, et j'ai l'impression qu'avec eux-mêmes, c'est un dialogue entre eux et moi, enfin, et que je vois ça aussi. Je vois la transmission, elle se fait toujours en fait à l'horizontale si on la laisse éclore. Et donc voilà, c'est plein de schémas à déconstruire et que je suis encore en train de déconstruire moi-même. Donc c'est aussi ça que je veux dire, c'est que même moi qui travaille sur ces questions, j'ai l'impression que c'est constant et que ça demande constamment
de réfléchir à à notre éducation, et que ça parle d'intime, et donc il y a beaucoup de résistance parce que c'est difficile de déconstruire son intimité. Effectivement, ouais. Alice, comment est-ce que tu veux répondre là-dessus sur je vais juste revenir un tout petit point sur le fait que du coup les femmes disparaissent là-dessus, puisque le premier webinaire qui a été organisé entre les commissions culture et féminisme d'Europe Écologie Les Verts portait justement sur ce sujet-là, sur comment les femmes étaient petit à petit invisibilisées. Et je pense notamment, comme intervenante, il y avait Anna-Katharina Stalder du collectif HF et Ophélie Latil, qui est de la Soudée Georgette Sand, qui a écrit un livre précisément sur ce sujet-là et qui a un demi-million d'anecdotes sur comment les sœurs, les femmes, les filles des génies, en fait, étaient elles aussi des génies, donc potentiellement non seulement c'est elles qui leur faisaient leurs œuvres, mais en plus elles leur faisaient le ménage. Donc bref, et l'histoire n'a pas forcément retenu leur nom, donc tous les enjeux de réhabilitation là-dessus. Moi, il y a un truc que vous dites, Iris. Alors déjà, dans votre livre, vous parlez beaucoup c'est vraiment, moi, ça m'a beaucoup interpellée. Comment est-ce que cette question-là du regard, en fait, elle n'est pas que intellectuelle, loin de là. En tout cas, c'est pas comme ça que vous l'abordez. Il y a les titres de vos chapitres. Hein, il y en a un qui traite du désir. Il y en a un qui traite de l'esthétisation du corps des femmes. Il y en a un qui traite de la jouissance. Donc vraiment, on est sur vraiment un truc très, très lié au plaisir. Et un autre sur vraiment le corps des femmes et l'esthétisation des violences sexistes et sexuelles. Et du coup, moi, ça m'interpelle vraiment quand j'ai commencé à travailler un peu sur ces sujets-là, de me dire, de comprendre, de réaliser qu'en fait, oui, il y a des représentations qui me manquent, en fait. Et à quel point j'ai pas d'exemple personnel qui me vienne en tête. Un film que j'ai pas cité tout à l'heure, encore que, c'est La Revanche d'une blonde, qui est réalisé par un homme et qui est, je pense, un de mes feel-good movies, mes préférés au monde. Enfin, moi, je ressors à chaque fois avec une patate phénoménale. C'est un truc qui est ultra cliché, mais beaucoup trop jouissif, quoi. C'est comment une femme s'est faite larguer parce qu'elle était blonde et présumément stupide. Et en fait, elle a dit non, mais attendez, stop, on va arrêter les conneries. Moi, je vais faire du droit à Harvard, point barre, j'en ai rien à foutre. Et elle le fait avec ses ordinateurs en rose en forme de cœur. Enfin, bon, ce film est extraordinaire. Pas que féministe, mais quand même. Et du coup, moi, je n'ai pas. Moi, je me rends compte qu'en tant que femme politique, par exemple, j'ai très peu d'équivalents de femmes d'exemples, en fait, de personnes qui ont. Voilà, qui traversent les mêmes difficultés que moi. Qu'est-ce que c'est que, je sais pas moi, d'être écolo, d'être politique, etc. Et ce film-là, en fait, j'ai compris qu'en fait, ces trucs-là, ils me manquaient, quoi. Les rôles modèles me manquaient. Je sais pas si Alice, ça te parle. Mais parce que quand tu dis, enfin, plusieurs points. D'abord, premier point, en tant que journaliste, je dirais que vous allez faire des centaines de milliers de vues avec parce que Iris Bray nous a trouvé le titre. Iris Bray, 2 points. Lupin ne passe pas le test de Bechdel. Là, on a le truc. Non, mais c'est génial, en fait, évidemment, quoi. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire de toujours dire, parce que le test de Bechdel ou toute la comptabilité, c'est la même chose, en fait. C'est de passer puisque à chaque fois, les questions de censure de trucs sont de dire mais non, mais non, mais non, et d'avoir justement une grille, en fait, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit plus analytique, comme le test de Bechdel. Et nous, c'est tout le travail qu'on a fait avec le collectif La Barbe, c'est-à-dire c'est d'arriver dans un endroit et de dire ben non, en fait, on a les chiffres, quoi. Donc, vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, que vous, on se trompe de cible, que vraiment vous avez, c'est formidable et tout ça. On compte, quoi. Et la comptabilité est extrêmement importante, effectivement, dans ces matières-là, parce qu'en face, c'est construit pour empêcher le discours, en fait, pour empêcher. Et moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant en ce moment, où on est dans une phase, pour moi, du mouvement féministe, où ça s'articule beaucoup sur ce qu'on a la capacité de dire ou pas, jusqu'où on peut énoncer un certain discours. On voit récemment ce qui se passe, comment les hommes comment fait-on pour que les hommes cessent de violer, et les censures qui sont apportées sur cette phrase par les réseaux sociaux, par Twitter notamment, mais Instagram aussi. Comment quand les colleuses font le boulot sur les murs, c'est effacé. Et donc, il y a vraiment un combat sur la capacité d'énonciation du discours, de dire et de poser une réalité. C'est pour ça, quand moi, on me demande « Ah, mais alors, vous allez prendre les armes, vous voulez passer à la lutte armée ?» Je fais « Non, mais là, on n'en est pas là. On en est à la bataille culturelle, justement, sur les mots, sur qu'est-ce qu'on a le droit d'énoncer ou pas comme réalité. Est-ce que cette réalité est… Enfin,
est rendue discursive, est-ce qu'on peut la poser dans un discours ou pas? Et cette lutte-là, je pense qu'on est en plein dedans, elle est vraiment fondamentale. Quant aux applications, tu disais en tant que femme politique ou autre sur les représentations, mais c'est pareil ce que Iris a expliqué en matière de cinéma, c'est-à-dire quel récit aussi on fait accéder. Je vais prendre un exemple très récent. On a parlé tout à l'heure de ce qui se passait autour de Christophe Girard. Bon, Christophe Girard, il y a 2-3 jours, il a été finalement, le groupe auquel il appartenait, Paris en commun, groupe socialiste, a décidé de l'exclure. Qu'est-ce que racontent les journalistes à ce sujet-là? Pas mal d'articles sur le sujet. Ils vont dire « Oh là 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 là, dis donc, le groupe d'Anne Hidalgo, là, Paris en commun, du coup, comme il n'est plus là, Girard, ils ont perdu la majorité. Du coup, c'est le groupe de Rachida Dati, Changer Paris, qui gagne une voix de plus. » Ou alors, ils vont dire « Oh là, sans doute, ce n'était pas possible pour Anne Hidalgo, si elle veut aller à la campagne présidentielle, de le garder. » Donc là, c'est leur choix de rester. Voilà les personnages qui font vivre. Tout d'un coup, on a… Et alors moi, je me dis, mais pas du tout, là. C'est quoi cette histoire que vous nous racontez? Moi, je vais raconter un autre film, je vais raconter une autre scénographie de cette politique-là. C'est qu'il y a eu un rapport de force entre des mouvements féministes, entre des élus féministes, des militantes qui ont fait complètement basculer sur une question un groupe politique. Et selon la façon dont on le raconte, bah, évidemment, ça efface ou pas toute une partie de l'histoire. Et c'est évidemment très volontaire. Ça veut dire que là, par exemple, les militantes, les activistes, les élus, toutes les personnes qui étaient féministes, les personnes qui ont témoigné aussi, parce que tout ça avait à voir avec les réactions sur MeToo, inceste, tout ce contexte-là, il n'existe plus. Il n'existe pas par le simple choix de ce récit-là qui est posé comme, en plus, un récit neutre, en fait, dominant, puisque tous les articles racontent à peu près ça. On a des porte-voix officiels, on a donc, c'est vraiment… c'est la même chose, en fait. Ces mécanismes-là, ils sont quand même assez passionnants parce on les retrouve, en fait, à chaque étape, quel que soit le secteur, on les retrouve et on voit bien que c'est pour ça que le problème, il va être tellement long, enfin, ça va être tellement long à démêler, que tout ça n'est pas du tout qu'une question de pure et simple discrimination, c'est-à-dire est-ce qu'on met des hommes, des femmes à la tête des institutions qui ont choisi, même si c'est aussi, hein, il y a aussi tout ça, il y a aussi du sexisme ou du racisme brut qui existe, tout ça joue, mais c'est bien plus puissant, bien plus insidieux que ça, en ce que ça a pénétré vraiment les logiciels qui permettent, comme disait Iris, de juger de qu'est-ce qui est une grande œuvre, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est une bonne personnalité politique, qui est un bon ou une bonne politique ou pas, selon quels critères, est-ce que l'autorité, qui on juge comme ça. Donc c'est bien plus profond que ça, ça a vraiment modifié tout, enfin ça a infiltré tout notre logiciel, notre regard sur la réalité. Et c'est pour ça que c'est chouette qu'on aborde la question des représentations, elle est absolument centrale dans ce combat-là. Iris, parce que là, du coup, moi, je valide à 1000% tout ce que tu dis, Alice. Moi, ça me parle beaucoup. En plus, ce que tu dis, en fait, et moi, ce que je trouve hyper important de dire en France, c'est qu'en fait, les politiques culturelles, ce sont des secteurs politiques comme les autres, en fait. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir apporter un point de vue féministe, en fait, sur ce secteur-là, comme sur toutes les autres. Ça va bien, à un moment donné, l'argument du génie artistique, etc., quoi. Je suis à 1000% d'accord. Moi, je m'en suis rendu compte, on a sorti mes études et j'ai fait mes bizarres, quand même, tout ça. Bref, bon. Mais du coup, maintenant, est-ce qu'on peut peut-être commencer à discuter de qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, les solutions qu'on peut envisager? Je pense notamment à la question, donc Iris, vous avez un petit peu parlé de la question du nerf de la guerre, c'est-à-dire qui est l'argent. Pourquoi est-ce que les films qui sont plutôt portés par des femmes ont plutôt des petits budgets, alors qu'on peut très bien… vous citez dans l'épisode des coups sur la table Titanic, qui est en fait un film de female gaze, et qui, bon, voilà, en termes de budget, ça se défendait pas mal à l'époque. Vous faites partie du collectif 50-50. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes qui peuvent être abordées là-dessus? Il y a aussi toute la question des quotas, etc. Et peut-être que… alors, c'est peut-être le moment d'aborder ce sujet-là, mais du coup, Iris, vous êtes franco-américaine, vous avez fait votre thèse aux États-Unis à l'Université de New York. Alice, toi, tu as eu la bourse Fulbright. Donc, toutes les deux, vous avez vous pouvez comparer, entre guillemets, les politiques culturelles états-uniennes et françaises. Et ce qui va très bien à nos détracteurs, puisque du coup, tout ça, l'arrivée de tout ce que vous dites, c'est potentiellement une communautarisation, ça va contre la République, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Le fait est qu'en tout cas, vous avez vraiment pratiqué en fait, les deux systèmes. Et les deux systèmes de production des œuvres artistiques français et états-uniens sont très, très différents. Est-ce qu'il y a peut-être des choses intéressantes à prendre des deux côtés? À partir de là, voilà, qu'est-ce qu'on propose?
Alice, tu veux te lancer? C'est une grosse question. Alors, déjà, oui, en France, qu'est-ce qui se passe? Donc, le collectif 50-50 a beaucoup travaillé avec le CNC et il y a un bonus qui a été mis en place. Donc, il faut savoir qu'en Europe, à ce que je sais, il n'y a pas en fait de quotas qui ont été mis en place jusqu'à maintenant, mais il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures incitatives. Donc, celle qui a été mise en place par le CNC est donc un bonus de 15% quand on arrive à la parité en regardant le nombre pour les chefs de poste. Et c'est vrai que c'est quelque chose visiblement qui a fonctionné, en tout cas sur une première année, où voilà, quand en gros un producteur ou un réalisateur hésite pour son chef de poste entre un homme et une femme, il sait que s'il arrive à parité en choisissant la femme, qu'il va avoir un bonus de 15% et que donc ça peut l'aider à choisir la femme, puisque donc on en est là, il faut inciter les personnes à avoir plus de femmes en fait à des postes de pouvoir, puisqu'une des choses qui est toujours reprochée aux femmes, c'est d'avoir moins d'expérience. Donc c'est une manière de réfléchir à tout ça. Le collectif 50-50 travaille aussi sur toutes les questions de harcèlement, d'agression et de violences faites aux femmes. Il y a donc avec le CNC de la pédagogie qui va être faite pour déjà que tout le monde soit d'accord sur qu'est-ce que c'est que le harcèlement avant de commencer un tournage, et donc de faire de la sensibilisation, mais aussi de l'éducation autour de ces questions. Et je pense que c'est des choses vraiment importantes. Après, on peut regarder du côté de l'Angleterre, où il y a des choses en fait qui vont beaucoup plus loin. Je pense notamment au BFI Diversity Standards, qui, eux, réfléchissent pas que en termes de genre, mais réfléchissent donc en termes de gender. Je vais les citer: gender, race, age, sexual orientation and disability. Donc de genre, de race au sens social du terme, âge, d'orientation sexuelle et de handicap. Et donc là, c'est une démarche différente et assez intéressante, qui est en fait de vraiment comprendre que déjà, ils veulent que ce qui est reflété sur nos écrans ressemble à la population, ce qui est déjà en soi, en fait, ça paraît très simple à dire, mais ça n'est pas le cas. Quand on allume la télé en France, on ne voit pas la France. Donc ça, c'est une première étape, et c'est de se dire que les personnes qui créent doivent aussi refléter cette inclusivité en fait. Donc, si on veut avoir 50% de femmes à l'écran, on va avoir 50% de femmes qui travaillent pour avoir ces représentations. Et donc, c'est de réfléchir vraiment des deux côtés, les personnes qui créent et ce qu'on voit à l'écran. Et donc, de vraiment pousser voilà, dans les personnes qui vont être recrutées à toutes ces questions en fait intersectionnelles pour arriver à plus avoir voilà, des représentations plus inclusives. Quant au voilà, ce qui se passe entre les États-Unis et la France, moi je travaille vraiment plutôt à la réflexion autour des productions sérielles aux États-Unis. En France, c'est tellement différent, on n'est tellement pas sur les mêmes budgets. Et on en revient à la question même du langage. Le terme de showrunner en France n'existe pas vraiment. Donc, on parle de contrat. Donc, en fait, je pense qu'il nous faudrait vraiment une heure pour pas trop simplifier ce qui se passe. Mais les États-Unis ont de l'avance sur nous. Ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est que comme les séries étaient vues comme un art moins important que le cinéma, il y a eu plus de femmes qui sont parties dans l'industrie sérielle. Donc, on a eu plus de femmes scénaristes dans l'industrie sérielle plutôt que dans l'industrie cinématographique. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une poignée de femmes qui ont vraiment bouleversé les représentations, que ce soit Shonda Rhimes, Jenji Kohan, Lena Dunham, voilà, qui ont fait et qui ont aussi participé à Time's Up, puisque donc tout cela est lié, et pour moi, il y a vraiment un pouvoir révolutionnaire sériel qui se loge là-dedans, en représentant en fait des femmes diverses, en étant inclusif dans le casting et dans les histoires qu'on raconte. Et ça, je pense qu'on en est encore très loin en France. Mais pour moi, voilà, aussi, même si on pense à des séries anglaises ou si on pense à I May Destroy You de Michaela Cole, qui est donc la créatrice, qui aussi joue dans sa série, qui est une jeune femme noire qui raconte l'impact en fait de son viol sur toute sa vie. Ça, par exemple, je pense qu'on n'aurait pas pu le voir il y a 5 ans. Et c'est intéressant qu'elle ait refusé d'aller chez Netflix et qu'elle l'ait fait ailleurs et qu'elle ait commencé avec la BBC, puis après HBO. Donc tout ça, il faut toujours réfléchir en fait en fonction de l'industrie et de ce qu'on peut voir sur nos écrans, parce que tout cela est lié et que ça dépend évidemment aussi des diffuseurs et de qui sont les personnes
qui prennent ces décisions? Et qu'est-ce qu'eux ont envie de voir? Parce que ça, c'est aussi une des choses qui nous revient souvent. Ça ne m'intéresse pas. Tiens, mais pourquoi est-ce que ça ne vous intéresse pas? Et donc là, on repart sur ce travail de détricoter ce qui nous intéresse et ce qui est susceptible d'être d'intérêt public et général. Alice? Ouais, alors, non mais... Et très intéressée et très d'accord avec ça. Et pour reprendre sur les États-Unis, moi, ce qui m'a frappé, effectivement, alors, moi, j'ai passé 6 mois pour faire toute une série d'entretiens autour du thème de la neutralité. Comment le concept de neutralité était utilisé en journalisme dans le traitement des questions LGBT, pour faire court. Comment c'était un alibi, un prétexte pour mal faire son travail, ou en tout cas, à mon sens, invisibiliser ces minorités-là. Et alors, déjà, le premier truc, c'est que moi, je sais que j'ai beaucoup respiré là-bas en termes psychiques, c'est-à-dire que je trouve pas que, je pense que des problèmes, on va en rencontrer partout, les difficultés, elles sont énormes partout, le sexisme, le racisme, enfin, ça, c'est pas, évidemment, loin de là propre à la France. En revanche, ce que j'ai trouvé très différent, c'est la possibilité de poser la question. C'est-à-dire ne pas avoir à me justifier de travailler sur ce sujet-là. Et qu'en France, ce que j'ai trouvé longtemps compliqué, c'était que vraiment, il y avait des questionnements sur « mais non, mais pourquoi poser cette question-là? Pourquoi vouloir travailler là-dessus? Pourquoi ?» Et le nombre de personnes que j'ai vues qui ont dû partir de l'université française parce qu'elles ne trouvaient pas de financement ou tout simplement de directeur, directrice de thèse susceptibles d'accepter leur sujet, qui ont dû aller à Londres, qui ont dû aller travailler ailleurs pour travailler, je ne sais pas, sur la représentation lesbienne, sur la non. Donc déjà, juste le fait, c'est pour ça que l'énonciation, pour moi, est une thématique tellement importante d'être capable de l'énoncer. Et ça ne s'est pas fait, enfin, je dirais, il n'y a pas de raison, aux États-Unis, ça ne s'est pas fait tout seul non plus, ça s'est fait parce qu'il y avait des organismes, on parlait de l'association des journalistes LGBT, l'équivalent là-bas, ça a été créé, disons, 40 ans avant. Et je pense qu'il y a eu un point de crispation, en fait, en France, en gros, à la moitié des années 80, au début des années 90, où ailleurs, tous les mouvements qu'on avait vus dans les années 70 qui avaient poussé pour des minorités politiques, toute cette arrivée des années 60-70, dans certains pays, dont les États-Unis, en Allemagne aussi, en Angleterre aussi, ça s'est structuré dans des associations, des institutions plus officielles qui ont pris en charge justement ces mouvements-là pour en faire des interlocuteurs de l'État, donc l'équivalent de GLAAD qui s'occupe de ces questions-là aux États-Unis, d'un grand, mais pareil sur le racisme, enfin d'un grand nombre. Et en France, il y a eu un blocage très très net là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas rigidifié, on a continué à être plutôt fortiche, je ne sais pas si on prend des associations comme ou des groupes militants, voilà, comme Act Up Paris, sur de l'activisme, sur des questions où on continue à être assez fort, mais d'avoir des représentations qui faisaient face à l'État, aux grands médias et qui portaient ces voix-là et en matière culturelle et autres, il y a eu beaucoup trop d'obstacles avec cet argument du communautarisme, avec ce fait, attention, danger pour la République française, vous scindez les choses, vous divisez, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc ça rend les choses très très compliquées parce qu'on on y est maintenant. Je pense qu'il y a davantage de groupes qui peuvent, de pression aussi et de réflexion qui peuvent se créer et poser ces questions-là, parce que c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui posent les questions, il y a aussi un besoin de valorisation, et ça, on ne l'a pas du tout, c'est-à-dire des universitaires, des militantes qui travaillent sur ces sujets. Je sais pas, par exemple, moi, quand je suis allée assister au GLAD, c'était donc il y a l'équivalent en France avec l'association des journalistes LGBT, on a créé les outdoors qui visent à féliciter justement, valoriser celles et ceux qui produisent des œuvres culturelles, médiatiques, qui mettent en scène des personnes LGBT, plus largement des minorités. Bon, par exemple, leur équivalent au GLAD, ils avaient invité la réalisatrice Ava DuVernay et pour valoriser, pour pointer, c'est-à-dire qu'il y a un effort conjoint de aussi mettre en avant ces personnes-là dans leur travail et pas les dénigrer, alors que on n'en est pas tout à fait là ici. Ouais. Et en plus, peut-être qu'on peut aussi souligner l'existence du GLAAD Report, qui est quand même hyper important, qui nous donne des chiffres chaque année sur le nombre de personnages, en fait, et qui est un outil d'analyse incroyable, parce que ça parle déjà des chaînes publiques, mais aussi des chaînes privées, des chaînes du câble. Donc, on voit, en fait, en termes de représentation, qui fait quoi. Et c'est vrai que
rien que d'avoir ces chiffres-là, déjà, c'est des outils absolument fantastiques, mais qu'il y a aussi des critiques. Je pense à une critique qui s'appelle Maureen Ryan, qui avant était chez Variety, qui avait écrit un article visant une chaîne en disant « Vous êtes la pire chaîne en termes de représentation et vous êtes celle qui employait le moins de réalisatrices femmes. » Donc, et cet article-là, le patron de la chaîne, John Landgraf, avait invité la journaliste, l'avait écoutée et lui avait dit « Vous savez quoi, vous avez raison, en un an, je vais passer de 11% à 50%. » Et il a donc décidé de changer la politique totalement de sa chaîne. Et 2 ans plus tard, aux Emmy Awards, c'est lui qui a gagné le plus d'Emmy Awards. Et il le dit, enfin, je veux dire, donc, on a besoin de ces chiffres-là pour aussi pouvoir interroger les patrons et les patronnes sur ce qu'ils sont en train de faire et sur les représentations qui ont un impact direct pour tout le monde. Et c'est très important, ces cérémonies-là. Absolument. Et le travail que ces personnes font. Non, mais absolument, voilà, c'est exactement ça. Effectivement, les études, les enquêtes faites par GLAAD sont tout aussi importantes que les cérémonies. Et c'est frappant parce qu'avec la JL, on avait commencé à travailler avec le CSA, par exemple, qui a des critères, par exemple, qui ne prend pas du tout en compte les représentations LGBT. Ils ne l'ont pas. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans leur façon quand ils analysent des programmes. Ils n'ont pas ça. Et pour l'instant, ils étaient un peu réticents à l'avoir parce que des raisons diverses, mais ça n'est même pas là encore en termes de grille d'analyse. Et effectivement, et ce travail-là, par exemple, qui ait pu avoir un article dans Vanity Fair, mais moi j'observe, c'est super important, parce qu'alors que souvent, c'est l'association des journalistes LGBT qui fait ce travail sur certaines émissions ciblées, mais avec des moyens, on est bénévole, quoi, à la JL, quoi, pas des moyens de rédaction, pas des moyens qui devraient être produits. Et effectivement, voilà, je ne connais pas cette histoire-là, et c'est génial, c'est exactement ça le mécanisme vertueux qui fait qu'après, ça discute et que souvent, pas tout le temps, il y en a qui peuvent, c'est pareil pour les actions de la barbe, il y en a qui vont être complètement dans le déni et tout ça, mais il y en a d'autres qui vont dire, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je trouve que dans ce que vous dites, là, c'est la médiatrice culturelle qui parle en moi. Donc, moi qui ne me considérais pas, peut-être qu'il y a des raisons sur lesquelles un jour, il faudrait peut-être que je m'interroge sur ma propre histoire, mais moi, je ne me considérais pas du côté de la production artistique. Moi, je me considérais du côté de l'organisation des relations entre une œuvre et un ou plusieurs publics. Et moi, en fait, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé en lisant votre livre, Iris, c'est la question de la réception des œuvres, en fait. Comment est-ce qu'on tient compte de comment le public va recevoir l'œuvre culturelle? Ça va avec tout ce qu'on dit, hein, c'est à un moment donné, tel ou tel chef-d'œuvre, franchement, il y a des fois, objectivement, on se fait grave chier, en fait, juste devant, on nous a présenté que c'était un chef-d'œuvre, bah, ça ne parle pas à tout le monde. Et du coup, moi, je trouve aussi que du coup, dans ce que tu racontes, Alice, le fait qu'il puisse y avoir dans des groupes communautaires qui puissent interpeller directement les équipes de production des œuvres pour dire, écoutez, juste là, il y a un truc qui déconne complètement, vous tenez absolument pas compte de notre voix. Moi, je trouve que là-dessus, il y a un sujet entre les politiques culturelles et leur rapport au public. Et là où je veux en venir, c'est... alors, il y a un concept qui se développe tant bien que mal depuis quelques années, dont j'ai un peu parlé au début, parce que c'est là-dessus que j'avais fait ma recherche en master, ce qui sont les droits culturels. Il y a une charte qui s'appelle la Déclaration de Fribourg. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ça remet un petit peu à plat la question de ce que c'est qu'une œuvre culturelle, donc tout ce que tu décrivais, Alice. Et ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, c'est que d'une part, il y a... il y a l'autodéfinition, en fait, hein, le fait de dire, bah, écoutez, moi, ce que je produis, c'est potentiellement une œuvre culturelle. Donc, moi qui habite en Bretagne, par exemple, même si c'est un peu particulier parce qu'il y a une institutionnalisation de ce que c'est que les traditions bretonnes, etc., il y a toute une politique autour de la langue. Voilà, ça ouvre un peu le champ, mais ce n'est pas le cas partout. Ça permet aussi que les pratiques amateurs puissent accéder à une reconnaissance. Et moi, je trouve qu'il y a derrière ça aussi un truc qui est le fait qu'en termes de classe sociale, en fait, tout ce que tu as décrit, Alice, c'est un peu ce que raconte Bourdieu dans de la culture, quoi, de la distinction. C'est à un moment donné, il y a aussi un truc j'ai essayé de ne pas le dire comme ça, pas trop frontalement, parce que je ne sais pas à quel point les fachos vont tomber sur ce webinaire, mais moi, je me demande dans quelle mesure les politiques culturelles ne sont pas là aussi pour préserver un ordre social avant tout. Enfin, moi, c'est l'analyse c'est la conclusion que j'en tire, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les personnes les plus pauvres sont considérées comme étant incultes, ne pas avoir de culture, alors qu'en fait, bah si, elles en ont, c'est juste qu'elle n'est pas reconnue, elle n'est pas considérée comme des œuvres culturelles, et ces personnes-là ont des pratiques culturelles, juste effectivement, oui, ils ne réalisent pas des péplums tous les 4 matins,
Enfin, voilà, moi, il y a un truc là-dessus dans ce que vous dites, dans ce que votre réflexion amène, où je me dis, hein, il y a un moment donné, d'un point de vue politique, il y a un rapport au public à réinventer, en tout cas en France, entre les œuvres culturelles et leur public, quoi. Oui. Non, oui, non, mais et complètement, et Bourdieu, et au-delà, enfin, l'analyse, elle est assez basiquement marxiste, hein, sur les conditions de production. Qui a quoi comme conditions de production d'œuvres culturelles? Non, bien sûr. Mais on pourrait même, en fait, c'est aussi ce qui se passe au sein des représentations. C'est-à-dire que si on répète toujours que la famille, c'est ça, le bonheur, c'est ça, le couple, c'est ça, évidemment qu'on est toujours vers un retour à la norme et que les œuvres en fait, les plus subversives, souvent, n'arrivent même pas à exister. Et si elles existent, bah, c'est dans quel contexte et comment est-ce qu'elles circulent? Et toujours la marge et le centre, c'est toujours ces questions-là. Et comment est-ce qu'elles circulent dans un pays et différemment dans un autre? Et qu'est-ce que ça raconte de notre pays et de l'autre pays? Enfin, donc évidemment, il y a toujours une résistance pour revenir à une norme et à garder un ordre établi, sinon c'est beaucoup trop subversif. Mais c'est là où je pense qu'il faut aussi réfléchir, enfin, pour moi, à la place du spectateur et de la spectatrice, parce que et en fait, revenir à la notion de spectateur émancipé, de rancière, c'est-à-dire que vous avez le choix. En tant que spectateur et spectatrice, vous avez le choix de choisir quelles œuvres vous avez envie de regarder, lire, écouter. Et parfois, ce choix demande de faire un peu de travail de recherche, mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous et toutes responsables du contenu qu'on va chercher et qu'on regarde et qu'on aime et qu'on diffuse. Parce que voilà, avec les réseaux sociaux, c'est aussi ça, on diffuse d'autres images, il y a d'autres images qui apparaissent. Et je pense que cette classification qui a été mise en place aujourd'hui, elle est en train totalement de s'effondrer grâce aux réseaux sociaux qui deviennent une contre-force. Et c'est là où la grande question du travail de critique, aujourd'hui, c'est à quoi sert la critique? Puisque qui lit les journaux où nous écrivons? Je m'inclus encore dedans, alors qu'en fait, je le fais quasiment plus. Mais qui lit ces journaux-là? Et en fait, soyons clairs, quasiment plus personne. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi réinventer ce métier-là. Et il faut qu'on apporte d'autres choses aux lecteurs et aux lectrices. Et je pense que c'est toute une hiérarchisation qui est en train d'être déstabilisée par les réseaux sociaux. Et moi, je trouve ça très bien. Et je trouve ça salutaire, en fait, de se reposer la question de notre place pour dire que telle œuvre est une œuvre à regarder et celle-là n'est pas une œuvre regardable. Ouais, je pense que je pense que c'est en train de changer beaucoup de choses, cette distribution, en fait, de paroles. Et en plus, je trouve, c'est pour ça que c'est vraiment tellement important que c'est une révolution globale. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais rencontré, que ce soit en journalisme, chez des réalisateurs, des réalisatrices, des personnes aussi concernées par ce qu'on pourrait, je sais pas, appeler une éthique de la réception ou la façon dont leurs œuvres seraient reçues, qui réfléchissaient autant que des personnes qui étaient confrontées à apporter un regard. Je pense à Amandine Gay pour ouvrir la voie et à quel point elle a expliqué à quel point elle s'était posée de questions, puisque non seulement une confrontation avec des personnes qui vont se reconnaître dans les femmes noires avec qui elle s'entretient, mais le reste de la société où elle sait très bien comment ça va se passer, comment il faut réfléchir, comment tu fais passer le message. Et c'est pour ça que ça me fâche tellement quand on m'explique, par exemple, en journalisme, mais ça serait valable ailleurs, oh oui, mais t'es pas neutre. Oh oui, mais ça va être complètement biaisé si toi tu parles de sujets lesbiens ou féministes. Alors que je pense précisément que quand on est concerné par ces questions-là, quand on sait très bien comment c'est reçu, on est ceux qui se posent le plus la question de comment on les fait passer, de comment on vérifie notre message, de comment on est impeccable sur notre façon de travailler. Et que comme d'habitude, ça demande un effort bien plus gigantesque. Mais ceci dit, à la fin, c'est tout à la faveur de l'ensemble de cet art-là, de cette industrie-là, enfin voilà, de cette activité-là. Parce que ça évite la fainéantise quand même, et d'avoir passé des décennies à ne plus se poser justement cette question de la réception qui est essentielle des spectateurs, des spectatrices. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui se passe est bon, voilà, très important à beaucoup de points de vue. Mais même, enfin, Alice, moi, si j'ai quitté en partie le milieu culturel pas très longtemps après ma sortie d'études, c'était parce que juste j'en pouvais plus que moi, on me demande mon boulot de médiatrice culturelle. Ce qu'on me demandait, c'était de remplir la salle, quoi.
va chercher le public. Le public doit faire un effort de venir. Je me souviens très bien, un jour, un gars que j'avais eu, un prof à la fac, je crois qu'il était professionnel des décors d'opéra, et il nous a dit, mais le plus tranquillement du monde, qu'il trouvait ça hyper bien et normal de venir à l'opéra pour s'ennuyer. Et d'ailleurs, le soir même, on est allé à l'opéra avec la promo et il s'est endormi. Il a dit, mais c'est hyper important, c'est normal, ça fait partie du truc, quoi. Et moi, j'étais là, mais il y a un problème. Il y a un gros problème, en fait. Enfin, c'est hyper cher. Enfin, à un moment donné, on parle d'argent public, quoi. Bon, bref, j'ai plein d'anecdotes à raconter là-dessus. Sur voilà, l'injonction à voilà, remplir, à absolument aller se cultiver. Moi, j'adore aller au théâtre, qui est une espèce de phrase qui sert à une crédibilité sociale. Enfin bref, des trucs qui, moi, je trouve, on a beaucoup de choses à déconstruire encore là-dessus. Et voilà, moi, je trouve que du coup, vos réflexions permettent d'aborder ça. C'est intéressant sur un message parce que on est en train d'étudier justement à la Commission Culture de Paris comment on fait passer ces questions-là de critères en fait féministes, voilà, dans l'attribution des subventions. Et des premiers retours de réactions des institutions culturelles, elles nous disent non, mais alors vous vous démerdez pour la question du public à faire revenir parce que vous savez très bien que les œuvres de femmes, ça fait moins rentrer de toute façon que les œuvres d'hommes. Et c'est immédiatement ça, évidemment. La réponse, elle est là-dessus. Elle est sur, comme tu dis, faites venir le public. Et si ça vous convient, il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes d'échange. Et comme on est en direct sur les réseaux sociaux, Basile, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, s'il y a des questions qui sont posées à nos intervenantes sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, je sais pas. Oui, bien sûr. On a une première question de Clara qui dit: comment m'imposer en tant que jeune femme alors que nous vivons dans une société trop sûre de ses privilèges masculins, en référence au génie lesbien, en relation avec les autres, la vie professionnelle et la vie affective. Et une autre question qui est, merci beaucoup à vous toutes. Ma question porte sur l'idée du regard féminin. Pourquoi avez-vous choisi l'adjectif féminin pour décrire ce regard différent? En quoi ce regard est féminin s'il peut se trouver chez des hommes ou des autres personnes non binaires, comme vous avez décrit avec l'exemple de Pablo Larraín? Merci. Je vais peut-être attaquer par juste ça. Alors, j'ai choisi le terme féminin pour répondre au terme masculin de Laura Mulvey, non pas en pensant que le regard féminin serait un regard à l'opposé ou l'inverse, mais parce que je voulais me placer dans une lignée avec une autre théoricienne du cinéma et que je n'arrivais pas en fait à trouver un autre terme parce que ce que je voulais mettre en avant, c'était les expériences du féminin dans les représentations. Donc moi, ma question n'est pas est-ce que c'est des hommes ou des femmes qui réalisent ces œuvres-là, mais vraiment comment est-ce qu'on représente les expériences des corps féminins. Et je dis pas, je vois bien à quel point on pourrait penser que c'est un terme essentialisant. Je pense que quand on lit le livre, on se rend compte que ça n'est pas le cas, puisque je ne dis absolument pas que toutes les femmes vont avoir les mêmes expériences, ni biologiques, ni sociales, mais qu'en tout cas, les expériences qui sont dites féminines, donc par exemple avoir ses règles, ou accoucher, ou avoir peur en marchant, en rentrant chez soi la nuit, toutes ces expériences-là sont quasiment absentes des films et des représentations. Et donc, moi, je me suis interrogée en me disant pourquoi est-ce que ces expériences-là, on ne les voit pas? Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, on les voyait, mais c'était juste que je ne connaissais pas ces films-là. Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'ai découvert un film qui s'appelle Le village du péché, d'une réalisatrice russe qui s'appelle Olga Preobrajenskaya, dont je n'avais jamais entendu parler. Comment est-ce que je trouve ce film-là? Une autre réalisatrice de documentaire qui s'appelle Marie Mandy me prévient qu'il y a un festival de films de femmes qui s'appelle Elle Tourne en Belgique et qu'il y a une section Female Gaze. Je regarde la section, qui est évidemment la seule section qui n'est pas disponible sur le site, mais ce n'est pas grave. Je contacte les organisatrices en leur demandant des liens. Je regarde un lien d'un documentaire qui s'appelle Dans un silence d'une mer abyssale de Juliette Klink. Je vois des images que je ne reconnais pas. Je vais regarder à la fin le nom des réalisatrices. Je tombe sur cette réalisatrice russe dont je n'ai jamais entendu parler. Et son film parle de quoi? Eh bien, parle d'une femme qui est violée par son beau-père et qui se suicide parce qu'elle a la honte, parce que tout son village ne la croit pas et qu'elle a trop honte pour survivre. Et donc,
voilà, moi, le cinéma russe et soviétique, ce n'est pas le cinéma que je connais le mieux, mais j'ai déjà entendu parler de Dziga Vertov ou de Eisenstein, mais je n'ai jamais entendu parler de cette femme-là, et elle fait partie de la même école cinématographique. Donc voilà, moi je m'intéresse aux expériences du féminin. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas violés, je ne dis pas ça, mais je dis que ces corps féminins-là, qui traversent ces expériences-là, ont été invisibilisés. Voilà, alors, et pourquoi le queer gaze, par exemple, parce que j'ai envie de valoriser le mot femme, en fait, et les expériences qui sont liées à ça. Et j'espère que cette terminologie évoluera et que d'autres personnes écriront sur d'autres regards. Et je ne dis pas du tout qu'il n'existe que du regard masculin ou du regard féminin. Il existe une multiplicité de regards. Il faut juste se rendre compte que le regard masculin est le regard dominant au cinéma et que le corps des femmes sont soit invisibilisés ou sexualisés ou objectifiés, et que donc il y a une autre histoire du cinéma à construire avec d'autres regards qui portent notamment sur les corps des femmes. Ouais, je vais répondre sur la question de comment faire pour s'imposer, si j'ai bien compris. Voilà. Mais avant, un ajout sur la réponse d'Iris, avec des salutations aux équipes d'Eltourne, effectivement, à Bruxelles, mais qui a un lien avec ma réponse, en fait, qui est, bah, voilà, que pour s'imposer, je pense que je me rapprocherai de ce que font, par exemple, les équipes de ce festival-là, mais de plein d'autres, de groupes, en fait. Moi, ce qui m'a aidé à m'imposer, c'est d'aller militer, en fait, ou d'aller dans des... Enfin, militer, ça peut prendre beaucoup de sens différents, mais d'aller dans des groupes qui faisaient ces actions-là, que ce soit des actions culturelles, que ce soit des actions politiques, que ce soit des actions féministes tous azimuts, comme à la Barbe. Et la Barbe était notamment une excellente, dès que ça sera possible, on est un peu limité, mais il faut venir, venez si vous... Voilà, s'il y a des possibilités d'accessibilité, de tempérament qui font que, vraiment, mon premier conseil, c'est aller dans les groupes militants. C'est une formidable école pour tout. Ça met en place vraiment tous les processus d'empowerment, tous les processus. Enfin, moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et très souvent, je dis ça parce que on a vu nous arriver des femmes qui, même un peu plus tard, mais où c'est le contact avec la sphère professionnelle qui avait provoqué la nécessité, en fait, d'acquérir des mécanismes, des réflexes, hein, aussi, pour pouvoir faire face. C'est pour ça que je rebondis sur le terme s'imposer. Alors, parfois, ça peut prendre du temps, c'est pas facile, c'est pas facilement contacté. Il y a de plus je pense que vraiment, là, on est mieux lotis, en fait, qu'il y a 15 ans, par exemple, donc il y a plus de facilité. Mais ça peut commencer, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, par exemple, c'est en lisant les témoignages. C'est pour ça que j'ai voulu en mettre pas mal dans le génie lesbien, des récits d'autres activistes et militantes qui donnent aussi de la joie et de l'envie. Et moi, j'avoue que souvent on me demande comment tu es venue, parce que tu étais très en colère, ou parce que je dis, moi je suis venue au militantisme et à cette étape par la joie, parce que après avoir lu les récits, en fait, des militantes du MLF, et vraiment après m'être dit, c'est tellement ce que je veux faire dans la vie, c'est génial. Et après, en faisant ça, j'étais très en colère vu tout ce que j'ai découvert, mais c'est venu d'abord de l'envie d'être avec d'autres militantes et d'avoir cette force-là de l'action collective. Donc, vraiment, ça, c'est mon conseil absolu. En plus, ça ouvre beaucoup de voies amicales, sentimentales, amoureuses. Bref, je ne peux que recommander. C'est ce que j'allais répondre, effectivement, oui. Donc, la question de Clara, comment faire pour m'imposer? J'allais dire, mets une barbe. C'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Non, blague à part, ce qui n'est pas toujours évident. Mais oui, moi, ce que tu dis, Alice, ça me fait penser au fait que, voilà, qu'est-ce qu'on reconnaît? C'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on reconnaît comme œuvre culturelle? Et ce que tu racontes sur le MLF, alors moi, je ne vais pas revenir sur tout mon parcours militant, mais sachez que sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a les 10 ans des jeunes écologistes. Moi, je refuse de mettre des photos de ce que j'ai fait dans ce mouvement. Mais en matière de production culturelle et artistique, je pense rire que les slogans de manif, c'était quand même des choses assez incroyables. Les militants du MLF, chez moi, j'ai la chance d'avoir l'intégrale du Torchon Brûle, qui est publié, voilà, qui est un espèce d'énorme magazine comme ça. En matière de poésie, en matière de dessin, en matière d'écriture de récits, c'est juste vertigineux. Moi, j'aimerais beaucoup développer des projets liés à la langue bretonne que j'apprends en ce moment ici en Bretagne sur voilà, comment est-ce que
ma génération se réapproprie ce qui est le patrimoine immatériel autour de la langue, des danses, des contes, des chants, et pour faire des productions voilà, qui collent avec notre réalité d'aujourd'hui, quoi. Donc oui, dans le militantisme, en fait, oui. Mais c'est pas... moi, ça m'interroge du coup sur pourquoi est-ce que ça, c'est quand même vachement moins reconnu comme des chefs-d'œuvre que, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple un peu gratos de quelqu'un que j'aime pas trop. Non, j'ai pas envie. Non, je ne l'ai pas fait. Il y a peut-être trop de choix, en fait. Donc, oui, on est un peu... ouais, ça repose des questions qu'on posait au début. Est-ce que, je ne sais pas si Basile, il y a d'autres questions aussi sur les réseaux sociaux depuis, ou des personnes qui ont posé des questions un peu temps? Pour l'instant, Alors, pour non. l'instant, non. Pour l'instant, non. Il nous reste, mettons, 10 minutes, et puis peut-être Katia fera une petite conclusion Mhm. pour ce webinaire. Et puis Ok. Bah, je sais pas, moi, Alice et Iris, comme c'était la première fois que vous pouviez parler ensemble, donc voilà, du contenu de vos travaux, moi j'avais envie c'est un peu facile comme conclusion de ma part, mais moi j'avais envie de savoir, voilà, bah, Alice, tu posais un petit peu la question, je crois, au début. Je sais pas si on était déjà à l'antenne, mais voilà, à quel point ça a été facile ou pas pour Iris de travailler sur ce sujet-là. Je sais pas si je reformule bien ta question, si c'était un peu de ça dont tu voulais parler. Ouais, tout à fait. Alors, déjà, moi, je suis partie aux États-Unis. Je ne savais pas que j'allais travailler forcément sur les représentations genrées, mais par contre, je sais que j'ai eu un déclic féministe parce que j'ai fait mes études aux États-Unis, et je l'ai eu très tardivement. Parce que je n'avais pas les textes, parce que ça ne faisait pas partie d'une culture qui m'entourait, que c'était pas des questions que enfin, en fait, c'était des questions que je me posais, mais en tout cas, je n'avais pas eu accès aux textes. Et le fait d'être aux États-Unis m'a donné quand même accès à des textes même français, mais dont je ne connaissais pas l'existence en France. Donc, quand j'ai écrit ma thèse sur la représentation des mères déchaînées dans le cinéma français, honnêtement, je pense que j'aurais pas pu faire cette thèse-là à ce moment-là en France, parce que les retours que j'ai encore beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui me contactent, c'est effectivement qu'ils ont beaucoup de mal à réfléchir à ces questions qui touchent au genre à l'université française, et que ça reste très compliqué en fait d'être dans des études de cinéma et de réfléchir aux représentations genrée, parce qu'on pense que c'est de la sociologie. Moi, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que c'est d'abord une question de mise en scène et d'esthétique. Mais voilà, quant à mes ouvrages, j'avais le choix déjà de ne pas vouloir publier dans des presses universitaires. Je ne dis pas que j'en avais forcément la possibilité, mais pour moi, c'est quelque chose de très important quand j'écris un livre, de me dire qu'il doit être accessible à des étudiants et des étudiantes lycéens, lycéennes. C'est ce que je me dis quand j'écris. Donc, il y a beaucoup de notes en bas de page pour ceux peut-être et celles qui sont un peu plus avancés. C'est vrai qu'il y a un cadre théorique qui parfois bloque un peu les personnes, mais souvent, dès qu'on dépasse ça, je pense que j'essaye de faire des textes très accessibles et que moi-même, je comprends en relisant une phrase, je la comprends du premier coup. Ça paraît bête, mais en fait, quand on vient de l'université, très souvent, étant étudiante, je ne comprenais pas forcément ce que l'auteur ou l'autrice voulait dire, et j'étais perdue par trop de termes philosophiques ou théoriques, et il y avait un manque d'accessibilité. Moi, je pense que ça, c'est très important. Et j'ai eu la chance, en fait, déjà, il y a un premier éditeur qui a publié Sex and the Series à l'époque, et après, l'Olivier l'a racheté. Et donc, les éditions de l'Olivier ont toujours été, oui, comme une famille. Parce que je pense aussi, dans la question que pose la jeune fille, c'est qu'il faut trouver ces familles intellectuelles, et qui parfois peuvent devenir après des familles de cœur. Mais je pense que ça, c'est important de trouver aussi ces familles intellectuelles. Donc, non, j'ai eu beaucoup de chance, en tout cas, de rencontrer les équipes de l'Olivier et qu'ils aient envie de m'accompagner. Après, quant à la réception de mon livre, ça c'est une autre histoire.
Mais voilà, la réception publique a plutôt été positive et je suis très heureuse de l'accueil du livre. Après, la réception critique, donc c'est-à-dire dans ma sphère professionnelle des critiques, a été plus tumultueuse, mais ça a aussi donné des textes, non pas sur mon livre, mais sur la réception critique de mon livre. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que en fait, d'avoir du coup un article journalistique sur la réception critique d'une œuvre raconte quelque chose aussi d'un climat socioculturel et d'autres résistances. Donc voilà, mais je pense que c'est voilà que de toute façon de comprendre comment un ouvrage est réceptionné, on l'a aussi bien vu avec Le génie lesbien, ça raconte plus de choses de la personne en fait qui n'arrive pas à entendre que de l'ouvrage, parce que ça parle de l'intime pour moi et souvent de la peur d'une perte de pouvoir ou de la peur d'être découvert ou la peur de ne pas vouloir remettre en question un système de domination. Donc finalement, c'est pas voilà, évidemment que mon livre a des angles morts et que certains articles m'ont aidé à réfléchir à d'autres choses, mais je dois dire qu'en tout cas, voilà, j'ai eu de la chance d'être accueillie aux éditions de l'Olivier, en tout cas pour mes ouvrages. Alors, en fait, on a des dernières questions qui viennent d'arriver là tout juste à temps. Une question qui s'adresse à vous deux. Quelle définition donneriez-vous à la sororité dans le domaine culturel? Euh, Sa définition, ses formes et ses espoirs. Et puis une autre question qui s'adresse à Alice Coffin. Est-ce qu'il existe des groupes militants qui s'occupent justement du domaine de l'art contemporain, ou art visuel et muséal, ou des associations qui seraient l'équivalent de 50-50 dans le cinéma? Peut-être Iris Bray aussi peut nous répondre. Je ne sais pas. Et sur la sororité? Pour moi, la sororité, c'est vraiment la solidarité et une entraide entre femmes. Voilà, pour moi, c'est ça. Et d'être une main tendue. Pour moi, c'est ça. C'est de tendre la main. Et en tout cas, quand on essaie de tendre la main à quelqu'un d'autre, d'accepter de la prendre et de s'écouter, quoi. Ouais, je vais doubler les questions, répondre à deux en une. Alors pour l'art contemporain, là le nom m'échappe, je ne sais même plus si c'est dans un collectif, mais il y avait un collectif qui faisait des visuels géniaux que j'ai vu en manif. Je vous conseille d'aller voir. Vous devez connaître très bien le blog d'Elisabeth Lebovici qui s'appelle Le Bovis et qui recense. Et il y a ces images-là, je les retrouverai. Le nom m'échappe, où justement il y a des actions qui sont faites là-dessus. Donc oui, pas aussi différentes formes que le collectif 50-50, hein, je veux dire, mais il y a évidemment des actions. Et je dis ça parce que ça me fait penser aux manifs, parce que c'est là moi, où j'avais découvert leurs actions, parce qu'en termes de sororité, je trouve intéressant ce qui est en train de se monter, ce qui s'est monté au cours de dernières manifestations contre la loi sécurité globale, etc., autour de Nadège Bossondiane ou Adèle Haenel, et qui ont expliqué, en tout cas, elles ont fait une émission que je vous recommande à l'air libre, sur Mediapart, où elles racontent justement qu'elles essayent de mettre en place des alliances, en fait, entre artistes et entre, justement, qui développent une notion de sororité au sens large et en tout cas d'alliance dans des luttes politiques. Donc en tout cas, c'est les réflexions pratiques. Moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup plus sur les obstacles, parce que tout n'est pas toujours sororal, mais en tout cas, ça se mène. Et ce qui s'est passé aussi, je veux dire, pour moi, on peut théoriser sur la sororité, sur tous les obstacles, mais c'est qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on en voit des symptômes? Est-ce qu'on en voit des manifestations? Les derniers Césars étaient pas trop mal, hein, quand je vois voilà, le départ d'Adèle Haenel, suivi d'Aïssa Maïga et avant machin, ça dessine quelque chose. On voit qu'il y a des alliances très fortes qui se font. Après, toutes les actrices n'étaient pas sur la même ligne. Hein. Je ne citerai personne. C'est sûr.
Ouais, moi j'ai envie de citer aussi, il me semble, l'association HF. Alors même si elle travaille sur des questions d'égalité, enfin, voilà, c'est quand même. Alors HF, il me semble que c'est vraiment plutôt dans le théâtre, c'est pas forcément dans l'art contemporain. Mais après, moi je ne serais pas surprise de voir que en fait, c'est peut-être de la sociologie à l'emporte-pièce que je fais, mais je me demande dans quelle mesure. En fait, on ne peut pas trouver ces réseaux-là dans les réseaux de militantes féministes parce que de façon, alors je dis c'est peut-être de la sociologie à l'emporte-pièce, mais moi ce que je constate c'est que les personnes qui arrivent le plus à s'engager dans le militantisme, c'est les catégories sociales, socio-professionnelles les plus élevées et qui sont à peu près libres de l'emploi du temps. Et il y a une bonne représentation du secteur culturel. Voilà, avec des artistes qui, elles, ne sont pas forcément soumises à des horaires ou à des horaires réguliers ou des choses comme ça, quoi. Et voilà, je pense évidemment à La Barbe. Alice, je pense pas me tromper en disant qu'il y a quand même voilà, photographe, des choses comme ça, quoi. Oui, oui, là je répondais sur l'art contemporain, mais effectivement, on pouvait voir sur la photographie, Marie Daucher était une barbue et a mené justement aussi des actions très fortes là-dessus. Et dans les anciens collectifs et qui ont travaillé aussi sur l'art contemporain, la Barbe était, enfin, notamment a été très inspirée par un collectif là, américain, mais qui s'appelle les Guerrilla Girls et qui ont mené des actions justement dans ce secteur de l'art contemporain. Si vous voulez. Mais c'est pas cité parce que c'est aux États-Unis, mais leurs travaux sont géniaux. Enfin, allez voir. Est-ce que on s'achemine tranquillement vers la fin de notre webinaire? Est-ce que Katia, tu as adressé un petit mot de conclusion et puis peut-être aussi un dernier mot de la part de Alice et Iris? Avec grand plaisir. Je ne sais pas si on me voit là, je suis dans l'obscurité, dans le contre-jour, je crois. En fait, je voulais proposer une petite synthèse de ce que j'ai entendu cet après-midi, des interventions à la fois d'Iris et d'Alice, qui participent activement, on va dire, à la construction de ce champ de résistance au patriarcat dans le champ des arts et de la culture. Et effectivement, en balayant cet après-midi le secteur audiovisuel et tout particulièrement le secteur du cinéma, elles ont considérablement démontré que c'était un vecteur central des stéréotypes de genre, avec évidemment des impacts considérables sur les représentations sexistes et des conséquences aussi très notables sur la construction des imaginaires de nos jeunes générations, qui sont hélas les plus impactées, puisque les plus en phase avec ces séries que Iris Bray évoque dans ses travaux. Et puis, un secteur qui, hélas, participe aussi à l'invisibilisation des femmes, en particulier des femmes auteurs. On l'a vu avec, évidemment, au prisme des cérémonies, des prix, des choix de programmation également. Et c'est vrai que, voilà, on pourrait, par exemple, imaginer la multiplication des prix au nom de réalisatrices féminines. Il existe ici à La Rochelle un prix Alice Guy. Et je me demandais à quand un prix Agnès Varda. Ça peut participer aussi à la déconstruction de ces stéréotypes sexistes. Je remercie beaucoup Alice à ce sujet pour la référence à Arsène Lupin, qui est un véritable scandale de l'héroïsation d'un personnage qui est abject dans son regard sur les femmes. Et quand Iris nous dit que les séries sont de véritables armes politiques, on voit bien ici comment, justement, sur les jeunes générations qui ont tendance à faire d'Arsène Lupin un héros parce qu'il est porté par un comédien qui a le vent en poupe et qui est en vogue, eh bien, on participe à, mine de rien, à installer tous ces espaces de la chaîne de domination. Et il faut absolument habituer le regard à démonter tous ces mécanismes d'invisibilisation. Et je vous remercie pour ce que vous nous avez apporté cet après-midi. Le rôle du cinéma aussi dans ces mécanismes, vous avez bien souligné cet après-midi que ce n'était pas seulement le cinéma américain, que ce n'était pas seulement d'ailleurs les films qui sont portés par des hommes,
Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que c'est notre responsabilité à tous aussi de participer à la déconstruction de ces stéréotypes sexistes. Et puis, vous avez évoqué, pour rebondir sur une des questions qui était posée, la question de la sororité dans le domaine du cinéma. Et personnellement, j'ai tendance à penser que cette sororité, elle est quand même assez récente. Et pour moi, elle a explosé avec le 72e Festival de Cannes, avec cette mobilisation spectaculaire qui était d'ailleurs organisée par un collectif et qui a eu la bonne idée d'occuper l'espace médiatique du Festival de Cannes pour effectivement sensibiliser sur cette question. Alors, ça n'a évidemment pas sonné la fin du sexisme dans le monde du cinéma, on n'en est hélas pas là, mais voilà, et qui a participé à cette sensibilisation. Et nos intervenantes, qui sont à la fois des journalistes et des militantes, sont des lanceuses d'alerte. Elles participent clairement à cette sensibilisation. Et je voudrais quand même dire qu'elles subissent des intimidations dans ce combat. Elles font face à des résistances tribales, à des organisations sociales de la domination des hommes blancs bourgeois qui sont très bien structurées. Et je souhaitais les saluer pour leur opiniâtreté. On a évoqué un petit peu ce sujet-là cet après-midi avec ce qui s'était passé au Conseil de Paris, mais je tiens vraiment à les saluer pour leur action dans ce domaine. Alors après, peut-être pour conclure aussi sur les suggestions qu'elles nous ont faites pour participer à cet élan, j'ai retenu moi évidemment l'importance de tous ces collectifs qu'il faut soutenir, le collectif 50-50, la Barbe, Georgette Sand, le collectif HF. Moi, je vous encourage aussi à revoir nos autres webinaires qui ont été organisés dans cette série, le premier avec Ophélie Latil et Anna-Katharina Stadler. Le deuxième avec Florence Rochefort et Aurore Evin. Et puis, elles nous ont rappelé aussi le levier d'action de la puissance publique. On est dans un contexte préélectoral, donc rappeler l'importance des égales conditionnalités, du budget genré, des critères de parité, des bonus, comme Iris nous l'a expliqué avec le bonus de 15% du CNC. Et puis aussi dans les appels à projets, les jurys, l'importance aussi, je remercie Alice de nous avoir sensibilisés sur la question du test Bechdel, qui permet de mesurer la représentation des protagonismes de fiction masculins. Et puis, merci aussi de parler de ce qui s'est passé effectivement au Royaume-Uni, avec ce système britannique qui force la représentativité des minorités à l'écran et des femmes. Et puis, évidemment, le mouvement des femmes dans le domaine des arts visuels. Voilà, moi je vous encourage aussi à lire les livres, celui d'Iris Bray, Sex and the Series, et puis Le regard féminin, une révolution à l'écran, qui sont tous les deux publiés aux éditions Olivier, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, bien sûr, je vous encourage à lire le livre d'Alice Coffin, Le génie lesbien, qui est lui publié chez Grasset, qui est très récent, qui date de septembre 2020, et qu'il faut absolument commander dans vos librairies de proximité. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ces moments agréables passés ensemble et la façon dont vous avez fait avancer le débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Rosalie aussi pour avoir animé avec toute son énergie ce débat. Merci également à Basile pour l'organisation, la gestion technique. Merci à tous les participants. J'espère que vous serez nombreux à venir revisiter en podcast ce webinaire. Et puis, je ne sais pas, peut-être, Rosalie, je te laisse le dernier mot de la fin. Oui, alors moi, je voudrais faire déjà un point, parce que ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on mentionne le test de Bechdel. Un gros point génie lesbien sur le test de Bechdel. Merci beaucoup, Alice, pour ce concept. Moi, je suis absolument ravie d'avoir pu organiser si je prends les mots je fais une petite dédicace à Lauriane, qui tient la newsletter Lesbien Raisonnable sur Twitter, qui a dit Iris Bray, Alice Coffin, best crossover ever. Je suis extrêmement fière d'avoir pu organiser cette rencontre. J'espère que plein de gens pourront la revoir, et puis j'espère que ça pourra donner lieu à de nombreuses nouvelles réflexions, comme Iris l'a très bien dit. On est en train de défricher, et allez-y, amenez de l'eau au moulin, continuez à enrichir la réflexion, parce que moi, plus j'avance, plus je me dis, mais en fait, on est en train d'attaquer que le début de la montagne, et on a encore du boulot, quoi. Donc, voilà, comme tu l'as dit, Katia, nous, du côté des commissions thématiques, on est en plein dans la préparation des notes pour le projet 2022.
Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et voilà, continuer à apporter de l'eau au moulin, quoi. Et rendez-vous au JDE Journée d'été, au mois d'août, absolument. aux Journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, où on continuera à travailler cette question avec toutes nos intervenantes que je remercie et que je salue encore. Et je voulais juste dire pour le collectif, le nom c'est Art en grève pour le collectif important. Art en grève, voilà. Et il y a effectivement des récits là-dessus sur leurs actions sur le site d'Elisabeth Lebovici, Le Bovis, et ils ont un site aussi artengrève.com, je crois. Vous êtes merveilleuse, ne changez rien. Merci beaucoup pour l'invitation.